Bienvenue, aujourd'hui on va s'attaquer à un paradoxe vraiment fascinant. On va parler de jeux vidéo, mais attention, pas n'importe lesquels. Non, pas ceux pour juste s'amuser, on est bien d'accord. Exactement, on parle des serious games, Les jeux utiles, comme on les appelle. Conçus pour former, soigner, éduquer. des projets qui sont souvent brillants, chers, techniquement parfaits, et pourtant, Et pourtant, beaucoup finissent par prendre la poussière sur une étagère. c'est ça. La source principale qu'on explore aujourd'hui, un article de recherche, parle d'un véritable cimetière de bonnes intentions. Et notre mission, c'est de résoudre ce mystère. Pourquoi tant de projets si prometteurs échouent? C'est exactement la question centrale. Et ce qui est passionnant, c'est que l'article, en fait, il nous oriente tout de suite. On pense spontanément que si un jeu échoue, c'est qu'il était mal fait, pas assez amusant, peut-être. Hmm, ou techniquement défaillant, oui. Voilà. Or, les chercheurs nous disent non, le problème est rarement là. Le vrai défi, celui que quasiment tout le monde sous-estime, il se joue bien après la phase de création. Ah d'accord. Il se joue dans la manière dont le jeu est diffusé et surtout utilisé par de vrais êtres humains dans un contexte réel. Une classe, un hôpital. D'accord. Alors, avant de plonger, juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, quand les auteurs parlent de serious game, de quoi parle-t-on exactement? Il donne une définition assez claire. C'est un artefact numérique ou non. Donc ça peut être un jeu de plateau, par exemple. Exactement, pas forcément un jeu vidéo. Et l'intention, c'est de combiner avec cohérence des aspects sérieux avec des ressorts ludiques issus du jeu. En gros, trois choses, si je comprends bien. C'est ça. 1. Ça mélange un but utilitaire et du fun. 2. Ce n'est pas pour le marché du pur divertissement, on ne va pas le trouver à côté de Call of Duty. Logique. Et 3. C'est un objet concret, un artefact. Parfait. Alors, pour résoudre ce fameux mystère de l'échec, les chercheurs proposent une sorte de grille de lecture, c'est ça? Exactement, c'est le cœur de leur analyse, un modèle qu'ils appellent RDU. RDU. C'est un acronyme tout simple pour les 3 grandes phases de la vie d'un projet, R pour réalisation, D pour diffusion et U pour utilisation. D'accord. Et en analysant leur expérience sur plus de 150 projets, ils ont identifié 15 types d'accompagnement humain indispensables répartis dans ces 3 familles. C'est cette grille qui va nous servir de guide. Très bien. Alors, explorons ça. Commençons logiquement par la première phase, le R pour réalisation. Spontanément, je pense aux codeurs, aux graphistes. Bref, à la fabrication technique. Et ce serait la première erreur selon l'article. Bien sûr, il y a la technique, mais les projets qui réussissent sont ceux qui comprennent que la réalisation, c'est bien plus vaste. Les chercheurs listent 8 types d'accompagnement. Et il y en a un qui vous a marqué en particulier? Oui, le R1, il l'appelle culture ludique et accompagnement artistique. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne suffit pas d'avoir un message sérieux à faire passer? Précisément. C'est le piège. Beaucoup d'experts sont tellement concentrés sur leur contenu sérieux qu'ils oublient la partie jeu. Ils se disent que le fun, c'est juste l'enrobage. Voilà, une cuillère de sucre pour faire passer la pilule. Alors qu'en réalité, la mécanique de jeu, le plaisir, ce fameux état de flow, c'est le moteur de l'apprentissage. Sans un vrai game design, sans un son qui immerge, l'expérience tombe à plat. Je vois. Et l'autre point qui m'avait interpellé dans cette phase, c'est le R7, l'accompagnement pédagogique. Ça semble évident, non? Ça semble évident, mais ça ne l'est pas tant que ça. C'est un point absolument crucial. Vous pouvez avoir le plus grand spécialiste mondial du cœur pour un jeu sur la chirurgie cardiaque. Il a le savoir. Il a le savoir, mais est-ce qu'il sait comment le transmettre de manière progressive et engageante à un étudiant? Probablement pas. Un expert n'est pas un pédagogue. Il faut un traducteur en quelque sorte. C'est ça. Quelqu'un qui va transformer ce savoir brut en une suite de défis, de missions, de récompenses, bref, en une expérience d'apprentissage efficace dans le jeu. Donc, si je résume, déjà dans cette première phase, on est loin du développeur seul dans son garage. Il faut des artistes, des pédagogues. Et ce n'est pas tout. L'article montre que cette équipe de rêve doit aussi être entourée. Il mentionne des choses très terre-à-terre, comme le R4, l'insistance juridique. Ah oui, on n'y pense pas forcément. Imaginez un jeu sur les données de santé. Il faut gérer la propriété intellectuelle, le respect du RGPD. C'est un cauchemar juridique potentiel. Sans parler de l'argent.
Justement, c'est le R5, l'accompagnement financier. Ces projets coûtent une fortune, des centaines de milliers, parfois des millions d'euros. Chercher des subventions, c'est un métier à temps plein. D'accord. Donc, la phase de réalisation est déjà un immense puzzle. Un puzzle profondément interdisciplinaire, oui. C'est complexe. Mais admettons, on a réussi. On a assemblé cette équipe de rêve, on a l'argent, les avocats, les artistes. On a créé le jeu parfait. On pourrait se dire que le plus dur est fait, non? On pourrait le croire, et c'est précisément là que se trouve le cœur du problème. C'est à ce moment, quand tout le monde se félicite, qu'on entre dans la phase la plus dangereuse, le D pour diffusion. Le cimetière des Serious Games. Exactement. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui peut mal se passer si le jeu est objectivement bon? Le concept clé que les chercheurs mettent en avant, c'est le D1, l'adoption générale. Un jeu n'est pas un objet qu'on livre, c'est un changement qu'on introduit dans un... Écosystème. Oui, une salle de classe, un service hospitalier, un lieu qui a déjà ses propres règles, ses habitudes. Et cet écosystème peut rejeter la greffe. Le mot jeu lui-même peut être en repoussoir. Pour un manager, ça peut vouloir dire perte de temps. Exactement. Pour un enseignant, infantilisant. Si personne ne prend le temps d'expliquer, de rassurer, de former les gens, le meilleur jeu du monde restera dans sa boîte. Vous avez un exemple concret de ça? Parce que ça semble presque incroyable. L'article en donne un qui est une caricature mais tellement parlant. Le cas du jeu Technocity. Technocity. L'objectif était louable, promouvoir les filières technologiques auprès des 15-18 ans. L'idée, c'était de l'utiliser en classe pour l'orientation. Et comment ça s'est passé? C'est là que ça devient tragique et comique à la fois. Le jeu a été gravé sur des CD-ROM. Ça date un peu, oui. Ça date, mais le principe reste le même, et envoyé à 600 établissements scolaires, accompagné d'une simple lettre. C'est tout. C'est tout. Pas un email, pas un coup de fil, pas une formation, rien. Oh là là, je sens venir le désastre. C'est un cas d'école. D'abord, les CD ont atterri au CDI, chez les documentalistes. Qui n'était pas la cible? Pas du tout. Au lieu d'arriver chez les conseillers d'orientation. Ensuite, les quelques enseignants qui l'ont eu en main s'en sont servis comme d'un bouche-trou. Pour occuper les élèves qui avaient fini leur travail? Voilà, zéro contexte pédagogique. Et le coup de grâce, c'est le retour des élèves. Ah. Les 15-18 ans visés ont trouvé le style graphique trop coloré, trop enfantin. Leur verdict a été sans appel, et je cite l'article. Oui. C'était pour les bébés. Aïe, le coup de poignard ultime de la part d'un adolescent. C'est brutal, hein? Complètement. Un simple choix artistique, qui n'a rien à voir avec la qualité du fond, a suffi à tuer le projet. C'est fou. Et si on prend la grille RDU pour faire l'autopsie, tout devient limpide. Le D1, l'adoption générale. Échec total. Le D2, le coaching marketing. Inexistant. Et le soutien institutionnel, j'imagine. Le D4, soutien politique. Zéro. Aucune impulsion pour dire « ceci est un outil important, utilisez-le ». Technocity, c'est la preuve que la diffusion n'est pas un problème de logistique. C'est un problème de management du changement. C'est une innovation qu'on doit accompagner par un produit qu'on expédie. D'accord, c'est limpide. Alors, imaginons qu'on évite tous ces pièges. Le jeu est génial et on a réussi à bien le diffuser. La partie est gagnée, cette fois-ci? Pas encore. On entre dans la dernière phase, la plus intime. Le U pour utilisation. Le moment même où la personne joue. Et là encore, tout peut s'effondrer. Il reste des pièges? Deux grands risques. Le premier, c'est le U1, l'accompagnement à l'usage. En clair, tout le monde n'est pas un gamer. C'est-à-dire que les différences de niveau peuvent poser problème? Exactement. L'exemple donné, c'est le jeu Flee the Skip, un jeu multijoueur pour évaluer le sens de la solidarité. Il fallait collaborer pour réussir. Sauf que, dans les groupes de test, quand on mélangeait des joueurs très expérimentés avec de parfaits débutants, l'effet était l'inverse de celui recherché. Les novices ralentissaient tout le monde. Oui, ils faisaient échouer les missions, ce qui créait une immense frustration chez les experts. Je vois tout à fait le tableau. Au lieu de créer de la solidarité, ça a dû créer des tensions, de l'exclusion. Des clics, oui, les bons ne voulaient plus jouer avec les débutants. Le jeu, par sa mécanique, a amplifié les inégalités au lieu de les réduire. Il aurait fallu un animateur, un coach. Précisément, pour gérer ces dynamiques humaines et s'assurer que l'expérience reste positive pour tous. C'est fou. Et le dernier piège alors? Il y en a un dernier qui est peut-être le plus subtil et le plus décevant de tous. C'est le utupu, l'accompagnement à la lecture et à l'interprétation. C'est-à-dire? En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'on joue
qu'on apprend. On peut s'amuser et passer complètement à côté du message. Attendez, ça c'est contre-intuitif. Si le jeu est bien fait, le message devrait passer naturellement, non? L'exemple du jeu Gargas est une douche froide à ce sujet. C'est un jeu pour enfants de 5 à 10 ans, dans la grotte préhistorique de Gargas. D'accord. Le but est de retrouver et de tracer des gravures d'animaux sur les parois avec un chronomètre. L'intention pédagogique, c'était de leur faire comprendre le travail des archéologues. Et qu'est-ce que les enfants ont retenu? Rien, absolument rien de tout ça. Ah bon? Les observations ont montré qu'ils se sont focalisés à 100% sur la mécanique de jeu. Vite, il faut trouver l'animal et le tracer avant la fin du temps. C'était une course contre la montre? Exactement. Ils parlaient de leur score, de leur vitesse, mais jamais des animaux, de la préhistoire ou des scientifiques. Le jeu a fonctionné comme un jeu, mais a totalement échoué en tant qu'outil pédagogique. Le côté jeu a donc littéralement cannibalisé le côté sérieux. La compétition a pris toute la place. L'article parle de bruit. Le plaisir ludique a été un bruit si fort qu'il a complètement couvert le signal éducatif. Et donc, quelle est la solution? La conclusion des chercheurs est sans appel. Pour beaucoup de ces jeux, un accompagnement après la partie est indispensable. Un débriefing, un débat. Un temps de discussion pour prendre du recul. Voilà. Sans ça, le jeu risque de n'être qu'une distraction amusante mais stérile. On peut jouer sans rien apprendre. Donc, si on fait le bilan, ce modèle RDU, c'est bien plus qu'un simple plan de développement. C'est une carte de tous les pièges humains. C'est exactement ça. La grande conclusion de l'étude, c'est que ces jeux ne meurent quasiment jamais de problèmes techniques, le R. Mais presque toujours de problèmes humains, sociologiques, le D et le U. C'est ça. On a beau avoir le moteur 3D le plus puissant, si on oublie l'enseignant qui a peur de paraître ridicule ou le manager qui n'a pas su convaincre son équipe, le projet est mort-né. Au final, ce modèle RDU est un appel à construire un pont entre les sciences de l'informatique d'un côté et les sciences humaines et sociales de l'autre. Un pont qui visiblement est encore trop rarement emprunté. C'est tout le message. La technologie ne résout rien si elle n'est pas pensée avec et pour les humains qui vont l'utiliser. Et ça me laisse avec une dernière pensée, une question pour aller plus loin. L'article présente ces 15 conseils comme des accompagnements, des choses à ajouter autour du jeu. Oui. Et si on inversait la perspective, au lieu de se demander comment accompagner un jeu, ne devrait-on pas se demander comment concevoir un jeu qui n'a presque plus besoin d'accompagnement? C'est-à-dire un jeu qui intégrerait ces solutions dès sa conception. Exactement. Pourrait-on imaginer un jeu si intuitif qu'il rendrait la phase de diffusion quasi naturelle? Pourrait-on concevoir un jeu dont la mécanique même force le joueur à réfléchir au message de fond, rendant le débriefing presque superflu? En somme, peut-on créer un jeu qui contiendrait en lui-même son propre mode d'emploi humain? La question reste ouverte.